Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Face au climat, l'agriculture en quête de solutions concrètes. On va en débattre avec Mylène Levray. Bonjour Mylène. Bonjour Jean-Paul. Tu es chef de marché grande culture chez UPL. UPL, C'est une société qui commercialise des produits phytosanitaires, mais pas que. Le sujet du jour, c'est les biosolutions, biostimulants et produits de biocontrôle. et à ma gauche, Serge Zaka, ça fait un peu comme dans les matchs. Et à ma gauche, Serge Zaka, donc climatologue, on ne le présente même plus. Agroclimatologue. Agroclimatologue, qui c'est qui m'a fait la fiche là? Agroclimatologue, c'est vrai. Tiens Serge, on va démarrer par toi. Déjà, il faut que tu nous expliques un peu, qu'on prenne du recul, quel est l'impact du changement climatique sur l'agriculture au sens large? En général, alors, il y a plusieurs impacts physiques de l'atmosphère sur l'agriculture. Je vais commencer par ceux qui sont d'actualité. L'accentuation du cycle de l'eau dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on aura des périodes pluvieuses qui seront encore plus pluvieuses, on l'a remarqué dans le sud-ouest de la France, mais on aura aussi des périodes plus sèches sur la partie estivale. Le cycle de l'eau, ça part dans les deux sens. Or, le beau temps en agriculture est celui qui ne dure pas. Or, avec le changement climatique, on aura plus de périodes de pluie longues et plus de périodes de sécheresse longue, donc c'est du mauvais temps dans les deux cas. Alors, autre fait d'actualité, il y a aussi l'excès de température au printemps, mais aussi en été. Là, actuellement, c'est plutôt au printemps qui réveille les végétaux trop tôt et qui peuvent les soumettre au gel, notamment pour de la viticulture. Et dernier point, les canicules estivales qui ralentissent le développement des cultures en été. Peut-être juste un dernier point sur la vernalisation. On n'a pas assez de francs en hiver parfois pour faire fleurir nos végétaux. Peut-être des biosolutions pourraient être intéressantes là-dessus, sur le manque de francs en hiver pour faire fleurir nos arbres fruitiers. Et tu en as parlé dans le cas de la vigne, ça va donner quoi très concrètement? Alors concrètement, déjà ce que ça donne, parce que c'est pas des projections. C'est déjà une réalité. Alors on a une accentuation des sécheresses, notamment sur la partie estivale. Et comment ça se caractérise sur la vigne? Alors, à part les brûlures foliaires, les brûlures parfois de grappes aussi, l'arrêt de croissance, parfois quand il fait trop chaud, ça, on appelle ça les températures supra-optimales qui causent des dégâts. Et le plus concret, c'est que le goût du vin, il change. Parce que du coup, s'il y a moins d'eau pendant la période de remplissage des grappes, le sucre dans les grappes est plus concentré, c'est comme la grenadine, il y a moins d'eau, il y a plus de sucre. Et du coup, vu que c'est le sucre qui fait l'alcool, le taux d'alcool augmente d'à peu près 2 à 2,5 degrés en 50 ans. Ça, c'est constaté sur tous les vignobles français. Autre impact concret, les floraisons sont de plus en plus précoces, de même que les vendanges. On a des mesures depuis 1659 à Beaune et on a gagné à peu près 25 jours en moyenne sur les dates de vendange. Ce qui fait que tous les cycles culturaux sont décalés et le plus célèbre, c'est la floraison, parce que la floraison est de plus en plus précoce, et notamment sur la partie nord-est de la France, elle sera de plus en plus précoce, avec des risques de gel qui restent fréquents, donc x2, x3 en termes de perte de rendement par rapport à maintenant. Après, il y a plein d'autres impacts, mais ça, c'est les deux majeurs qui sont constatés d'ailleurs déjà dès à présent sur l'agriculture. Tu as fait le boulot sur la vigne, maintenant sur les grandes cultures. Est-ce qu'on a les mêmes évolutions? Alors pas forcément, parce que les grandes cultures elles n'ont pas forcément la même saisonnalité. Si on prend l'orge, le blé, le colza, donc des cultures d'hiver, et ces cultures d'hiver, elles vont avoir plutôt des excès d'eau. Et on l'a remarqué en 2016, 2024 sur les moissons, les dates de semis, donc des décalages saisonniers, des complexifications. Là, on a des excès d'eau pendant la période où on est censé rapporter de l'azote pour le blé, pour le colza également. Et on ne peut pas forcément l'apporter au bon moment du stade puisqu'il y a trop d'eau. Par contre, pour les cultures d'été, donc le maïs, le soja, le tournesol, là, on va avoir plutôt des déficits, donc des problèmes de croissance, parfois même des problèmes d'implantation. Vraiment des problèmes qui sont au cas par cas, suivant la période de culture et suivant les régions. Dernière question pour ta partie, là, mais concrètement, on fait quoi? On s'adapte? Alors, il y a énormément de voies d'adaptation. On n'est pas là pour dire qu'on va mourir de faim. Ça, c'est hors de question d'entendre ça. On a plein de voies d'adaptation. Donc, on a une première voie, c'est qu'on garde la même culture, mais qu'on change la façon de la cultiver. Donc du couvert végétal, de l'agriculture de conservation des sols pas ou peu labourés, ça permet de mieux gérer les excès et les déficits d'eau, les deux à la fois. Le sol est vraiment très important sur le sujet. Autre point, on a les biostimulants, on va en parler. Autre point, on a la génétique également, donc de nouvelles variétés qui résistent un petit peu mieux aux fortes chaleurs, aux sécheresses, un port racinaire qui va plus en profondeur, une gestion de l'évapotranspiration par les feuilles plus importantes, une résistance aux maladies, parce que les maladies aussi évoluent avec le changement climatique, qui peut être plus importante. On a plein d'axes de recherche d'ailleurs sur ces sujets-là. Alors ça, c'est pour la façon de cultiver. Il y a aussi le paysage.
par exemple, le rôle de l'arbre dans un contexte de changement climatique est très important, puisque l'arbre est une barrière au vent. Et donc, il limite l'évaporation et la transpiration. Et certains systèmes d'agroforesterie, pas pour toutes les cultures bien sûr, mais pour certaines cultures, ça permet de maîtriser aussi la température au niveau du sol. Alors ça, c'était pour l'axe, on garde les cultures et on développe des voies d'adaptation. Par contre, il faut savoir que quand on a vraiment utilisé toutes ces voies d'adaptation, prenons par exemple un maïs dans le sud-ouest de la France, il y a un moment, il faut juste changer de filière. Il y a un moment, on ne pourra pas avoir les mêmes cultures au même endroit. Donc, changement de filière. Donc là, c'est un saut en termes d'adaptation, puisqu'on change de génétique. Si on prend par exemple un olivier à la place du maïs, c'est 80% d'eau économisée, c'est 7 degrés de plus de résistance. Certes, l'investissement est beaucoup plus conséquent au début, mais du coup, on est durable au moins jusqu'en 2050, voire plus. Donc c'est un investissement plus important, création de filières, alors que l'adaptation de la façon de cultiver, ce sont des investissements plus réguliers, mais qui demandent du coup des investissements qui, à terme, seront plus importants que si on adapte d'un coup sur les filières. Merci Serge. Ce qui est bien avec Serge, c'est tout dit, tout structuré et c'est clair. Exactement. Il a quand même parlé d'un point, les biostimulants, c'est une façon de s'adapter ? Oui, alors les biostimulants, déjà pour les définir, parce que je pense qu'on est beaucoup, vous êtes beaucoup à ne pas savoir ce que c'est ou en avoir déjà entendu parler. Un biostimulant va améliorer les processus nutritifs de la plante pour lui conférer une meilleure tolérance au stress abiotique, on va en parler juste après, ou améliorer aussi la prise des éléments dans le sol pour les utiliser dans sa croissance. Voilà. Concrètement, ça signifie quoi ? Comment on fait ? Concrètement, par exemple, par rapport à un stress abiotique, que ce soit trop d'eau, on en parle, pas assez d'eau, des stress aussi au niveau température. La plante, quand elle est soumise à un stress, elle va stopper directement son métabolisme, sa croissance. Et l'idée avec le biostimulant, c'est de lui apporter une certaine tolérance vis-à-vis de ces stress. On va améliorer le côté nutrition et on va aussi lui apporter, ce qu'on va combiner nous deux technologies, la partie nutrition à base d'algues et la partie apporter des acides aminés à la plante directement. Du coup, elle va pouvoir repartir plus simplement dans sa croissance sans avoir d'impact. Et l'idée, c'est de lui conférer ça avant, idéalement, une période de stress et du coup, limiter l'impact sur le rendement au niveau de la culture. On sait bien comment ça marche ou on observe le résultat surtout ? On sait comment ça marche parce qu'aujourd'hui, sur le biostimulant qui associe les deux technologies, la partie GoActive au niveau du filtre d'algues, elle a plus de 20 ans. Donc on sait aujourd'hui dire l'action du biostimulant sur la plante avec l'activation des enzymes de la nutrition, donc qui va permettre à la plante d'absorber plus d'éléments minéraux. Et la partie acide aminé, pareil, de manière scientifique, on connaît. On apporte du coup une source carbonée pour la plante. Ça n'a pas de coût énergétique et elle peut du coup avoir une incidence sur son métabolisme, sa croissance. T'en penses quoi, Serge ? C'est là où nos deux métiers se rejoignent, en réalité. Parce que moi, mon métier, c'est de, par exemple, prévoir dans la semaine à venir s'il y a un gel de prévu sur les végétaux, et donc d'anticiper les risques de perte de rendement. Ça, typiquement, c'est sur agrométéorologie.fr. On a plein de cartographies à ce sujet. Derrière, la plante, quand elle a du gel qui arrive, elle va développer des mécanismes de protection. Par exemple, elle va synthétiser plus de sucre dans l'eau de ses cellules, j'essaye de vulgariser, oui. Ce qui va faire baisser le seuil de gel, en gros au niveau des cellules foliaires. C'est ça. Sauf qu'elle le fait quand le gel arrive. Le but des biostimulants, c'est d'anticiper ce problème pour qu'elle commence déjà à se préparer à l'arrivée d'un risque. Ce qui est intéressant du coup, c'est que c'est des alternatives qui peuvent être utilisées parfois dans le bio. C'est des alternatives qui sont aussi très intéressantes par rapport à la chimie et des alternatives qui reproduisent en fait ce que la plante aurait fait si elle était vraiment soumise à un stress. Et ça la permet d'anticiper mieux le stress. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'il y a encore énormément de voies de recherche vraiment sur le sujet. C'est hyper prometteur, mais il y a encore beaucoup de voies de recherche. Et il ne faut pas oublier que c'est une pièce de puzzle qui fait partie d'un ensemble du puzzle. Oui. C'est-à-dire que si il faut ajouter de l'irrigation à un moment, on le fera. S'il faut travailler sur un sol plus vivant qui retient mieux l'eau, on le fera en même temps que les biostimulants. En fait, c'est une nouvelle pièce de puzzle qui permet de peut-être améliorer encore le tout d'adaptation, donc dans tous les 9 pôles qui existent, en fait, l'irrigation, la génétique et tout ça, les biostimulants entrent dans la danse
et ça permet de consolider l'adaptation face au changement climatique. C'est un des leviers. Je vois qu'on arrive presque à la fin de l'émission. Tout dernier point, ça a été dit, c'est toi qui l'as dit, c'est un produit à base d'algues, c'est un produit naturel. C'est dans le futur, c'est dès à présent? Ah oui, non, on est déjà présent, la solution est déjà commercialisée. On a une solution qui est spécifique plutôt pour la partie vigne et arboriculture, et on a une solution pour la partie grande culture. Donc on peut le trouver déjà déjà avec certains de nos partenaires. Et voilà. L'important, c'est à noter, comme on l'a dit, c'est une solution qui est naturelle. On est sur les bases d'algues, c'est une ressource qui est gérée durablement également, c'est un point important. Et voilà, sur... une solution d'avenir en tout cas, mais qui est déjà présente et qui fait déjà ses preuves. Merci beaucoup Mylène, merci beaucoup Serge d'être venu ici sur le plateau TV Agri, et puis surtout merci à vous.